Je vous le disais dans les mots introductifs, ils l'ont fait. Les présidents de transition du Burkina, du Niger et du Mali ont acté la création de l'AES. Un sommet les a rassemblés samedi au Niger. Quelles peuvent être les conséquences de la création de l'AES à la CEDEAO? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Docteur Ekwegada, merci d'avoir accepté notre invitation et répondre aux questions de nos auditeurs. Je vous en prie. Alors, docteur, on va y aller tout de suite. Ils joignent l'acte à la parole. Le Niger, le Mali et le Burkina quittent définitivement la CEDEAO. Quelles conséquences? Il y aura plusieurs conséquences à cette démarcation de ces trois États. D'abord, du point de vue des relations entre les États, les gouvernements. Vous savez qu'il faut parler des relations monétaires, des relations commerciales et surtout des relations politiques et diplomatiques. Il y a comme une division de la CEDEAO en deux zones d'influence. Cela nous rappelle un peu les événements de la guerre froide, où nous avons l'Orient et puis un certain Orient et puis l'Occident qui se battaient par territoire interposé. Je crois que nous sommes revenus encore dans ce schéma. Il y a cette rupture. Cette rupture, elle est plus profonde, elle est plus fondamentale que toutes les autres, parce qu'elle détermine après les différentes politiques qui vont se faire, qui vont s'exécuter par les États. Et pour entrer dans les détails, peut-être les citoyens se posent des questions. Quelle sera la conséquence? Il y a déjà une des conséquences qui a été annoncée la dernière fois par la CEDEAO réunie à Abuja, notamment l'imposition de visa aux citoyens de l'AES qui voudraient rentrer dans la zone, l'ex-zone CEDEAO. Mais bien évidemment, il y aura une contre-mesure que l'AES va prendre, c'est-à-dire que les citoyens de la CEDEAO, comme le Togo, le Bénin, les Togolais, les Béninois, pour rentrer au Niger ou pour entrer maintenant au Burkina, les Togolais vont devoir aussi faire des demandes de visa. Ce sera vice-versa. Et du point de vue de la circulation des biens, vous savez, la circulation des biens, on la distingue en deux, les biens immobiliers et les biens roulants, les biens mouvants. Donc, par les biens mouvants, vous avez la catégorie des engins, tout le monde de la logistique et du transport, la circulation des véhicules, le transit dans l'espace aérien. Maintenant, certainement que les avions, les vols qui viennent de Paris, de Bruxelles, de Francfort, de Rome, vers les capitales du Golfe, ne pourront plus faire le cheminement qu'ils faisaient avant, sans des frais supplémentaires. Et sinon, ils feront un détour d'environ 2000, 1800, 2000 km en plus pour venir à Lomé ou pour venir à Cotonou. Et les compagnies vont donc augmenter le coût des billets. Ce sont des conséquences qui sont directes et qui concernent la vie des citoyens de tous les jours. Maintenant, du point de vue de la défense militaire, nous avons deux zones qui se comportent en zone ennemie. Il ne s'agit pas tout simplement d'une juxtaposition de deux zones d'influence qui sont en coopération, comme ce que les chefs d'État de l'AES avaient voulu. Et peut-être naïvement ou peut-être stratégiquement, c'est ce qu'ils disaient, qu'à un moment donné, il faudrait que le reste de la CEDEAO entretienne des relations cordiales et coopération avec l'AES. Mais là, nous sommes en train d'assister à un durcissement des lignes. Et du coup, nous avons du point de vue militaire, si vous prenez le traité de la CEDEAO, vous découvrez que la CEDEAO est subdivisée sinon en deux zones, les pays membres et les pays non membres. L'interdiction d'usage de la force entre les pays dans la sous-région est limitée aux pays qui sont membres de la CEDEAO. Ça veut dire que, en fait, il n'y a aujourd'hui aucun traité de non-agression entre les pays de la CEDEAO et les pays de l'AES. Aucun traité de non-agression. Peut-être ça sera signé plus tard, mais on n'en est pas là. D'autant que certains pays de la CEDEAO constituent des bases arrières pour la déstabilisation des pays de l'AES. C'est très dangereux la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui du point de vue militaire. Et maintenant, si vous allez du point de vue diplomatique, vous allez voir qu'il y aura comme
un déchirement des espaces, puisque eux, ils ont formé une confédération. C'est un niveau d'intégration plus avancé que la communauté. Vous voyez, la CEDEAO est née en 1975 avec des idéaux d'intégration devant mener ces États jusqu'à une intégration monétaire complète. C'est-à-dire, il y a même eu des agendas du Conseil de l'Entente qui prévoyaient une fusion des frontières. C'est-à-dire, disons, un affaiblissement de la portée et du poids des frontières sur les États. Mais là, aujourd'hui, nous revenons vers le durcissement des lignes. Et donc, du point de vue diplomatique, vous trouverez comme, je parlais des lignes de déchirement. Une confédération, ce n'est pas un État, ce n'est pas une fédération. Ce sont des États indépendants, ils sont indépendants. Ils n'ont pas formé un État. Et ils ont juste des compétences qu'ils mettent en commun, dont la gestion est donnée à des organes spécifiques. Et eux, ils ont choisi 3 compétences. Si vous avez bien suivi les analyses, les développements, les documents, on parle de la défense, on parle de la diplomatie, on parle du développement. Et c'est très sibyllin et très stratégique de leur part. Parce que quand vous prenez le développement, il y a tout dedans. Il y a le commerce, il y a tout. Il y a le statut des citoyens, il y a le statut des entreprises étrangères. Il y a presque tout. Ça veut dire que eux, ils vont négocier tous les accords en groupe. La diplomatie, ils vont voter ensemble, aussi bien à l'Union africaine qu'à l'ONU. Et ils ne vont plus rentrer, ils ne vont plus négocier les contrats de gouvernement à gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un pays comme la France ou l'Angleterre ou les États-Unis ou encore la Chine voudrait discuter avec la Chine en griffe, discuter pour signer un accord avec le Burkina, ils ne pourront pas avoir sur la table les seuls diplomates burkinabés. Ils auront les mêmes diplomates maliens et nigériens à la même table. Ils négocient tout en bloc. Ils ont fait ça pour éviter qu'il y ait une infiltration par le mécanisme des appâts de certains États dans leur bloc. Et c'est très intelligent de leur... Je crois que la CEDEAO aurait pu arriver à ce niveau-là après 50 ans d'expérience d'intégration. Docteur, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest perd ces 2 plus grands pays en matière de superficie, à savoir le Niger et le Mali. Alors, faut-il dire que l'AES peut tuer la CEDEAO? Non, tuer dans le... J'ai vu, je ne sais pas si c'est correct de poser le problème dans ce sens. L'AES n'a pas pour mission de détruire la CEDEAO, non. Eux, ils ont décidé de s'occuper de leur population, tout simplement. Mais la CEDEAO doit pouvoir vivre sans les 3 pays du Sahel. Et on devait arriver, n'est-ce pas, à cette situation-là, où on voit le Golfe qui est séparé du Sahel. Et la CEDEAO n'est pas là pour... En tout cas, il y a certains pays de la CEDEAO qui sont en conflit direct avec l'AES. Il y a des pays, par contre, de la CEDEAO qui font un double jeu, qui sont d'accord avec ce qui se passe au Sahel, mais qui ne peuvent pas le dire. Je ne crois pas que la CEDEAO ait la voix unie sur la question AES. Par contre, les pays de l'AES, eux, ils ont une ligne unique qu'ils suivent vis-à-vis de la CEDEAO. Alors, est-ce qu'ils ont raison de tourner dos à la CEDEAO vu les sanctions qui pesaient sur la population? Bon, si nous nous référons au discours du ministre des Affaires étrangères du Mali à Bruxelles la semaine surpassée, ils ont raison. Ils ont raison parce que, vous savez, je vous propose une petite analyse. Avec la domination postcoloniale que les pays africains ont subie, elle va à 2 vitesses. Et à ce que moi, dans mon analyse, je parle de domination soft et de domination hard. La soft domination, c'est cette domination-là que nos États subissent dans le domaine diplomatique, dans le domaine financier, dans le domaine politique, qui n'est pas brutale dans un instant T, mais qui peut être brutale dans le temps, mais que nos États subissent sans réagir. C'est-à-dire, il y a des événements, lorsque vous les suivez, vous posez des questions, si c'est des Africains qui ont signé ce genre de documents, si c'est des présidents africains
les gouvernements africains qui vont dans ce sens. En fait, c'est parce qu'ils subissent une domination soft, une domination qui produit des compensations dans d'autres domaines. C'est-à-dire, on vous interdit de choisir vos présidents. Au même moment, vous avez des largesses dans d'autres domaines. Et donc, ça fait que les pays africains jouaient avec cette domination. Ils savent que c'est une domination. Si vous prenez le cas du Congo-Brazzaville, avec Pascal Lissouba, qui voulait redonner les 17% des contrats pétroliers à la France, à Total, et à Elf, et reprendre pour le compte de son pays les 83%. Vous savez que ça soit inversé. Sassou déjà il s'appelait monsieur 17%. Alors, quand vous prenez des situations comme ça, vous posez des questions. Pourquoi certains chefs d'État qui savent très bien qu'ils sont en domination et ils ne sont pas libres dans leur politique publique, ils ont des contraintes extrêmes. Pourquoi ils jouent avec ça? C'est parce que cette domination est soft. Maintenant, il y a la domination hard qui touche directement au territoire et aux forces armées. Lorsque le Mali aussi subissait la domination et jouait le jeu de la domination soft, n'est-ce pas? Mais lorsque le territoire malien a été attaqué et risquait d'être divisé, partitionné, c'est les Maliens eux-mêmes, c'est des éléments des forces spéciales maliens, ou maliennes si vous voulez, qui ont pris position, qui ont dit non, on n'arrivera pas à cet extrême. Ils ont réagi et des forces internationales les ont aidés. Mais pourquoi donc les États, nos États, ont pu réagir? C'est parce que cette domination hard était trop flagrante. Ils ne peuvent pas l'accepter. Et du coup, la question que vous me posez, elle est très simple. Si vous avez subi la domination hard, brutale, qui touche à votre territoire, vous réagissez. Regardez ici même au Togo. Depuis que le nord du Togo a été attaqué et que les recoupements des renseignements ont montré qu'il y a des puissances étrangères qui devraient être des puissances de coopération, qui devraient être des partenaires, qui sont derrière le jeu. Il y a eu comme une libération du langage dans la presse togolaise. Certaines personnes qui ne devraient pas parler d'une certaine façon crue ont commencé par parler en attaquant directement la France. Certains ont dit, pas nous. Pourquoi ont-ils eu le culot de s'attaquer aussi au Togo? Vous voyez? Donc il y a eu cette indignation, cette réaction. C'est exactement la réaction que les officiers maliens qui étaient sur le front ont eue. Et quand c'est arrivé à ce stade, les gens se sont dit, non, on va sortir de ce machin. Je crois qu'ils ont raison, à mon humble avis, ils ont raison de créer une césure, une rupture avec ce système. Et ils en ont profité pour mettre un terme au système de domination soft. Il n'y a plus de domination soft. Désormais, c'est terminé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos avis et vos questions nous intéressent, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. FM, allô? Oui, Pelé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, félicitations. Je pense qu'il faut toujours féliciter les AES. Le gouvernement est présent. Je pense qu'on a dit aussi que certains États qui sont arrivés dans la CEDEAO, ce n'est pas du hasard. Je pense qu'on avait dit que ce qui s'est passé dans les années, depuis le 13 janvier 63, ce n'est qu'une répétition. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les militaires qui ont les sacs de dos, qui ont les sacs devant les porteurs, qui contrôlent tout. Ils ont prévu. Mais les conséquences dont vous parlez, je pense que ça serait vers la population. Mais on est en train de souffrir de tout. Depuis les dépendances, on est en train de souffrir. Et cette souffrance-là, je pense que ça ne va pas durer. Mais la question que moi je voudrais poser, quelles seront les conséquences envers le champ CFA par rapport à l'AES? Parce qu'on parle de l'économie, on sait que la CEDEAO, c'est un espace d'économie, mais qui n'a jamais agi. Mais quelles seront encore les conséquences sur les frontières? Est-ce que les frontières seront ouvertes entre les trois pays-là?
Merci à vous aussi. 91 09 71 71 dans l'FM. Allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Monsieur Norbert. Comment allez-vous? Ça va. Oui, allez-y. Bonjour Docteur Diana. Bonjour, cher ami. Moi, je crois que la CEDEAO devrait remercier l'AES. Parce que la CEDEAO, dans ses objectifs, n'a jamais fonctionné. Elle n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, si l'AES nous porte un coup de grâce, tous ces présidents assis là-bas doivent se remercier Dieu pour se libérer du joug occidental. Je vais donner un exemple. Quand M. Gada disait que ça peut être dangereux sur le plan militaire, M. Gada, vous voyez un militaire ivoirien capable de s'attaquer à des Sahéliens, des militaires embourgeoisés, des militaires qui ne peuvent même pas faire 100 mètres de course. Non, moi je ne crois pas. Je crois que ça ne serait que de la dissuasion. Merci à l'AES quand même de nous montrer que nous devons rechercher notre indépendance. Il vient de donner l'exemple de Pascal Lissouba et de l'autre tout à l'heure, des deux présidents congolais. Moi, ce qui me chiffonne extrêmement, c'est que comment est-ce que des êtres humains, présidents d'un État, d'un peuple, vous acceptez qu'on vous humilie et qu'on vous utilise au profit des autres? Et vous acceptez quoi? Et puis si quelqu'un veut aller dans l'autre sens contraire, on va vous prendre comme un pion pour éliminer l'autre. Et bon, vous vous asseyez tout bonnement et vous croyez que vous avez une âme digne. Mais c'est incroyable. Yes. Il faut que les présidents africains sachent maintenant que les peuples sont de nous et qu'on n'accepterait plus qu'on nous traite de n'importe quoi ou bien on nous traite n'importe comment. Merci beaucoup à Michel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, mon président, docteur. Bonjour, Papa Sibiti. Vous savez, quel est l'objectif de la CEDEAO? Il y a demandé quoi? C'est l'amélioration des conditions d'un État. Mais si la CEDEAO se lève et cadenasse les trois pays-là, je ne vois pas. Au lieu de laisser le bonheur des États, c'est lui qui fait des amis. Ils ont dit qu'on n'a pas lutter, comme je l'ai toujours dit, lutter contre le terrorisme d'État, l'État et le Togo, et aussi le Togo et le Bénin. Merci beaucoup. Au lieu de laisser enfoncer les trois nations dans les noms. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. N'en FM, allô? Oui, alors bonjour. Mazda Dido, comme bonjour. Bonjour, docteur Fouli. Bonjour, Max. Et je remercie le docteur David d'avoir à l'entame rectifié le titre de Norbert Bennett. Parce que ce n'est plus une communauté, mais c'est devenu une confédération. Et il a demandé les conséquences pour la CEDEAO. Elle va se fragiliser, ce qui peut entraîner donc le départ vers l'AES. Elle ne pourra pas faire changer de paradigme à la Confédération si elle ne se débarrasse pas de l'implication des Occidentaux. Et les ports du Golfe vont voir leur chiffre d'affaires diminuer. Du côté de l'AES, les difficultés des déplacements des citoyens, moi je vois que ce volet vers les pays de la CEDEAO. Et pour terminer, ma question, est-ce possible de voir les Occidentaux quitter la CEDEAO pour que l'Union de l'Afrique de l'Ouest se refasse, pour que nous voyions la naissance de la, moi je l'appelle FEDEAO, à la place de la CEDEAO, et ce qui sera en anglais EFOAS. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée. On prend le tout dernier auditeur. On a fait mal. Bonjour, père. Monsieur Gallo, bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour. Vous savez, pour moi, la CEDEAO est déjà morte là. Des gens comme Nana Akufo-Addo, le Ghanéen, et Ouattara, en parlant de Guinée-Bissau, c'est déjà ça. La CEDEAO est déjà morte. Vous savez, beaucoup soutiennent l'AES.
Moi, d'abord, je suis beaucoup l'AES. De toutes les façons, on dit à notre langue, AES là, merci, bonne journée. Merci et bonne journée à M. Gallo. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs, on va donner la possibilité au docteur. Alors, docteur, par rapport à la question de Pelé qui demande, est-ce que les 3 pays de l'AES vont-ils conserver à long terme le franc CFA comme monnaie d'échange? Bien, non, pas du tout. Il y a déjà eu des communiqués là-dessus. Et il y a même des échanges actuellement diplomatiques entre ces 3 pays et les institutions monétaires de notre sous-région pour en sortir. Mais ils vont d'abord créer, ils sont lancés dans un processus de création monétaire. Et les discussions sont en cours avec la BCEAO, notamment avec la France et l'Union européenne. Vous avez vu que Abdoulaye Diop était à Bruxelles. Ce n'est pas un hasard parce que depuis 2009, les négociations allemands et français ont conduit à une tutelle de la Banque centrale européenne sur le franc CFA. Il y a la tutelle de la Banque centrale européenne sur le franc CFA. Ce n'est plus comme on pense. Ce n'est plus la France seule. C'est Bruxelles qui dirige le franc CFA aujourd'hui. Et donc, ils sont partis aussi, ils ont discuté de ces questions. Et ça n'a pas été médiatisé, mais il y a eu ces discussions-là. Certains à Bruxelles ne veulent pas que ces pays retirent leurs réserves, parce qu'ils ont beaucoup de réserves en or. Et les comptes d'opération également sont fournis de beaucoup de devises qu'ils doivent retirer. Les discussions seront difficiles. Je sais ce dont je parle parce que Olympio a essayé de faire ça. Il a tenté de faire ça et on sait comment ça a fini. Ça ne sera pas facile. D'ailleurs, c'est pourquoi la sortie du franc CFA est le nœud gordien de ce qui se joue en Afrique occidentale. Si jamais ces 3 pays arrivent à en sortir, je crois que quelqu'un vient de le dire tout de suite, alors on rejoindra votre théorie, la CEDEAO va complètement se désintégrer. Parce que beaucoup d'États voulaient depuis longtemps en sortir. Mais pour en sortir, il faut du soutien, il faut de la force militaire. C'est un coup historique qui se passe aujourd'hui. Mais vous savez que ces 3 États ont aujourd'hui la capacité de sortir du franc CFA. Ils ont la capacité de se dérober à toute influence, à toute pression française. Parce qu'ils ont d'autres puissances qui les couvrent. Mais les gens, vous avez écouté, vous avez suivi les dépêches de Africa Intelligence sur la circulation des faux billets de francs CFA dans le désert, dans le Sahel, où on accusait la France d'avoir injecté des fausses monnaies ou des vraies monnaies CFA, des faux billets ou des vrais billets dans le Sahel au soutien. Parce que, vous voyez, tant qu'ils seront dans la zone CFA, ils ne pourront pas mener une politique commerciale, économique, développement différentielle. Ils vont devoir en sortir. Ils iront bientôt au bout de ce processus. Alors, docteur, quelle sera l'incidence de ce retrait sur la lutte contre le terrorisme dans la sous-région? Non, la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé. Les terroristes sont tous localisés. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le ciel du Sahel est contrôlé par ces 3 états-majors. Grâce aux renseignements qui proviennent de l'Union, je vous l'ai dit, de l'Union soviétique, de la Russie. Et l'armée malienne abat régulièrement des aéronefs, des drones qui tentent de violer l'espace aérien malien. Mais on n'en parle pas. C'est des informations militaires. Ils ont la capacité de contrôler leur espace. Du coup, les terroristes ne feront plus longtemps dans la zone. Vous savez, ils auront... D'ailleurs, c'est pourquoi le Niger avait refusé d'ouvrir la frontière avec le Bénin. Et ils sont en train de prendre toutes les... C'est terminé. Le Burkina était... Nous avions invité des experts burkinabés ici à Lomé, au moment où le Burkina avait été englouti au prorata des 2/3 de son territoire. Aujourd'hui, le Burkina a repris complètement tout le contrôle de son territoire. Où sont les terroristes? En fait, les terroristes, on les a désactivés. Ceux qui les avaient activés sont en train de les désactiver parce que la question maintenant va se résoudre au niveau diplomatique. C'est terminé. Les gens croyaient que en mettant des ordres désenchaînés de terroristes dans le Sahel, ils allaient renverser les gouvernements
réétatiser, partitionner les pays sans réaction de personne. C'est ce qu'ils ont fait en Libye. En Libye, c'est parce que la Russie ne s'est pas interposée. Et c'était le coup qui a réveillé la Russie sur ce que l'agenda de l'OTAN. En Syrie, vous avez vu, la Russie s'est interposée, Assad a été protégé. Lorsque tous les trois, tous les cinq, la France, la Grande-Bretagne, l'URSS, la Chine et les États-Unis vont ensemble, comme un rouleau compresseur, il n'y a aucun pays dans le monde qui puisse leur résister. Mais dès lors qu'il y a eu un conflit entre eux et que certaines puissances mettent leur armada contre l'agenda des autres, c'est une possibilité inouïe que nous avons. Je crois que c'est de cela que parlait Papa Simon Kimbangu. Quand il disait que l'Afrique va se libérer, une première libération dans les années 60. Mais malheureusement, les dirigeants des pays africains vont resoumettre leur pays, il dit malheureusement, sous la servitude des pays colonisateurs. C'est ce que nous appelons la servitude volontaire. On pouvait éviter cela. Mais il dit qu'à un moment donné, il y aura une deuxième libération. Et après la deuxième libération, il y aura une troisième. Et c'est terminé. Donc, nous sommes en train d'aller dans le sens de la libération des pays africains. On n'est pas en train de rétro-pédaler. Et les gouvernements qui sont en train encore de jouer, qui jouent à leurs petits intérêts, aux intérêts matériels, ils seront déçus parce que l'histoire va finalement les débouter de leur position. Ça va arriver. Le Burkina est ici à côté. Un renforcement du Burkina du point de vue du développement peut constituer une base pour la déstabilisation ou pour l'attaque ou les contre-mesures contre des gouvernements comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Bénin. Pour l'instant, ils subissent. Mais rien ne nous dit que lorsqu'ils seront assis, ils ne seront pas des bases pour ceux qui, dans nos pays, voudront déstabiliser le gouvernement pour mettre fin, pas pour passer au pouvoir sous la même domination, pour mettre fin à la domination étrangère. En fait, le problème des Africains, c'est qu'ils sont dominés dans leur esprit. Beaucoup ne croient pas qu'ils peuvent se gouverner eux-mêmes. Le problème que nous avons eu depuis les indépendances, c'est qu'il y avait une partie de nos pays qui disait qu'ils n'étaient pas capables de se gouverner. Il faut encore se laisser gouverner par les Européens. Et une autre partie qui disait non, on est capable de le faire, on peut le faire. Donc, et je crois que maintenant, il faut que ceux qui sont faibles, qui n'ont pas foi en eux-mêmes, ou qui sont corrompus, ou qui ont les mains liées, qui n'ont pas foi, qui n'ont pas le courage, qui laissent la place aux citoyens courageux, capables de gouverner nos pays en autonomie, comme les Assimi Goïta au Mali, qui ont été capables de prendre le pays des mains des lâches et conduire le. Maintenant, il y a le défi du développement. Mais il ne faut pas qu'on s'imagine que dans 5 ans, on peut développer des espaces aussi grands que le Sahel. Alors, quand Master Didogome pense qu'aujourd'hui la CEDEAO est fragilisée et il y aura d'autres départs, est-ce que vous situez également, ou bien vous faites la même analyse? Je pense comme lui qu'il y aura d'autres départs. Et ces départs vont être provoqués par l'intenabilité ou l'insoutenabilité des mécanismes de gestion de ce qui va rester de la CEDEAO. Vous savez, le départ de l'AES va déconfigurer beaucoup de dispositifs institutionnels. Au sein de la CEDEAO doit se refaire carrément. Du point de vue institutionnel, ils doivent tout remettre en place. Et durant cette transition, les incompréhensions qui déjà font écho, que nous entendons, dont nous avons les échos, ces incompréhensions vont se radicaliser. Et il y aura des États qui, s'ils ne vont pas rejoindre l'AES, ils vont tout simplement sortir de la communauté pour rester seuls. Et il y a des États qui peuvent le faire. Je peux vous citer 2 États en capacité de s'extirper, de sortir de la CEDEAO et de vivre en autonomie, en tout cas de façon sûre, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Les 2 pays côtiers qui sont immensément riches, qui peuvent sortir, même le Ghana, ils peuvent sortir de la CEDEAO, rester. Le Ghana d'ailleurs est libre. Le Ghana est une zone monétaire qui s'appartient. La Côte d'Ivoire est capable de se gérer toute seule. Le Nigeria, n'en parlons pas.
Les pays comme le Togo, le Bénin vont devoir se chercher. Alors, maintenant, quand mon statut de gouvernement qui vous demande, est-ce possible de voir les Occidentaux quitter aujourd'hui la CEDEAO? Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui non. Les Occidentaux sont des partenaires historiques qui sont très enracinés chez nous. Non, ils ne quitteront pas la CEDEAO comme ça. Et je ne pense même pas que dans le futur, les Occidentaux quitteront la CEDEAO, quitteront notre sous-région. Vous savez, la coopération est une vertu des relations internationales. Et personne ne prêche une rupture des relations afro-européennes, une rupture drastique. Non, nous vivons sur la même planète et nous allons forcément développer des relations. Et seulement, on ne veut plus des relations de domination. C'est là le problème. Je crois que des pays comme l'Italie, l'Espagne, la France, l'Union européenne en général, les États-Unis, tous ces pays-là auront toujours une porte d'entrée dans tous les pays africains et pour des accords commerciaux, pour discuter, pour échanger. Nous formons une communauté. À la fin, nous formons une communauté internationale. Alors, docteur, il y a les présidents togolais et sénégalais qui ont été désignés pour se rendre chez les présidents de l'AES. Chacun se demande, est-ce que peut-on envisager un retour? Non, 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 il n'y a pas de... Eux-mêmes, ils ne vont pas... la mission de ces deux présidents ne vise pas le retour. La mission, si vous lisez bien, entre lignes, la mission de ces deux présidents vise... en fait, c'est une mission symbolique. Ils savent que l'AES dira non. Ils le font quand même pour dire que ils ont tenté une dernière action diplomatique envers l'AES. C'est tout. Tout le monde sait que l'AES ne reviendra pas. Le président sénégalais a fait toute cette tournée. Et il est revenu bredouille. Le président togolais faisait déjà cette tournée avant lui. Et lui, le président togolais, au moins, il n'est pas revenu bredouille. Il est venu avec, dans son sac, quelques ententes qui pourraient être utiles à son pays, personnellement à son pays. Maintenant, eux-mêmes, ils parlent d'imposition de visa. Ça veut dire qu'ils ont fini par consommer l'idée que la séparation doit être consommée. Voilà. Alors, maintenant, pour certains analystes, les pays de l'AOA sont plus à gagner, surtout avec leurs accords bilatéraux. Et on parle de 125 milliards de francs CFA chaque année. Oui, et il y aura même plus que ça. D'autant que la Confédération agit sur certaines compétences ensemble. Mais les pays individuellement pris agissent aussi dans d'autres compétences seuls. Et ces pays-là, aujourd'hui, vont connaître un développement brutal dans quelques années, parce que toute l'attention va vers eux. Et les puissances étrangères qui sont derrière eux ont comme défi, enfin, il y a un enjeu colossal qui se joue, ont comme défi de démontrer qu'avec eux ou elles, comme puissants de tutelle et partenaires, ces pays pourraient se transformer à une vitesse inimaginable. Et ils veulent développer ces États pour que les autres qui sont sous la tutelle et la curatelle, encore des Français et des Britanniques, puissent voir qu'un autre monde est possible. Une autre Afrique est possible. Et certains disent, c'est vrai, la Côte d'Ivoire aussi est sous l'influence française, mais elle est bien plus développée que nos autres pays. C'est vrai, mais la Côte d'Ivoire est un pays immensément riche. Et quand vous faites le rapport, ce n'est que normal que la Côte d'Ivoire ait un niveau de développement infrastructurel important. Mais dans le fond, ils ne sont pas libres. Ils peuvent aller plus loin que ça. Ils ne sont pas libres. Nos pays, ils sont là en train de calquer leur politique publique sur les décisions qui viennent de Bruxelles. Alors, nous disons qu'à un moment donné, il faut que ce jeu s'arrête. Il faut que les gouvernements commencent par discuter d'une autre façon avec les partenaires. Nous ne disons pas qu'il faut faire une rupture brutale, ni une rupture avec les partenaires. Mais nous disons que la relationnelle de domination soft, qui fait du mal aux peuples africains et qui fait du bien aux peuples européens, à un moment donné, il faut qu'il y ait des Africains qui ont des couilles pour dire non à cette relationnelle. Vous savez ce que M. Borrell a dit. M. Borrell disait à Bruxelles que l'Europe est un jardin, que le reste du monde, c'est l'enfer, c'est la périphérie.
Mais aujourd'hui, le défi est lancé aux leaders africains, aux présidents, au gouvernement, aux leaders dans tous les sens, de se battre pour construire nos États. Il faut construire les pays, il faut construire le pays, il faut construire les citoyens. Merci au docteur Kouigada. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Clou. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.